Les discriminations envers les minorités LGBT sont encore trop nombreuses et la lutte contre les préjugés doit rester un combat, y compris dans le milieu scolaire. Alors que s'achève le mois des fiertés censé combattre justement les LGBT-phobies, nos invités continuent de se mobiliser. On en parle tout de suite avec elles. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Valérie Ginet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale FEP-CFDT. Kitri Chatefaux, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous dans le Grand JT. Vous êtes consultante diversité, équité et inclusion. Également autrice du podcast La chose étrange. Alors pour comprendre l'urgence qui nous occupe aujourd'hui, puisqu'on parle des discriminations LGBTQIA+, est-ce que vous avez quelques chiffres sur ces discriminations vers les LGBT? Est-ce que vous avez des informations précises? Oui, en milieu scolaire, effectivement, il y a eu un rapport de SOS homophobie qui montre une hausse constante des violences contre les élèves qui s'affichent LGBT. Et on a aussi le chiffre de 60% des jeunes LGTBI qui disent avoir été victimes de violences à l'école. Donc c'est des chiffres qui interrogent beaucoup et qui inquiètent aussi. Évidemment qui inquiètent, on va parler de l'école précisément puisque c'est ce qui nous occupe ici chez School TV. Mais si on regarde de manière plus large sur la société dans son ensemble, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport qu'ont finalement toutes les générations avec la problématique des discriminations, en l'occurrence celle-ci en particulier. Et moi j'ai un chiffre que j'ai noté, que j'ai recoupé sur plusieurs articles. 4800 infractions ont été enregistrées en 2024 d'après le ministère de l'Intérieur. Ça, c'était précisé effectivement, je crois, la semaine dernière. Donc ça veut quand même dire qu'on est vraiment dans un rapport qui couvre toutes les générations et toutes les personnes de la société, peu importe d'ailleurs dans quel village on se trouve. Complètement, c'est une question aussi d'information, d'acculturation et d'éducation, et on va en parler. Donc toutes les générations sont concernées parce que tant qu'on n'adresse pas vraiment et qu'on ne prend pas le sujet à bras-le-corps, on continue de génération à génération à entretenir ces sujets de discrimination, d'injures. Donc il y a les sujets de discrimination, il y a les sujets d'agression LGBT-phobe. Enfin, tout ça est évidemment complètement imbriqué et l'éducation est un enjeu clé pour travailler autour de ces questions. Alors on sait qu'il y a aussi l'augmentation des signalements, et tant mieux d'ailleurs, mais qui peut aussi traduire une amélioration forcément de la détection et non forcément une hausse des chiffres mêmes. Alors qu'est-ce qu'on prend comme poids, le fameux 2 poids 2 mesures? Déjà, s'il y a plus de signalements, c'est un bon signe. Bon signe dans le sens où on en parle. Où on en parle. Voilà. Et donc je pense qu'il faut croire ces chiffres-là parce que c'est la réalité présente auquel on est confronté. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait peut-être moins de chiffres, mais le fait est que le niveau de violence est assez considérable. Ce niveau de violence dont on parle, c'est quoi? Ce sont des invectives, des propos haineux, c'est aussi de la violence physique, c'est quoi? Oui, alors c'est effectivement des insultes, des moqueries, des violences dans une minorité de situations, et aussi ce sont des violences qui peuvent se poursuivre en ligne sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a la réalité de l'école, de la classe. Alors, en classe, bien sûr, il y a des enseignants qui font cesser ce genre de choses, mais il y a tout ce qui se passe dans les cours d'école, dans les cours des lycées, et puis sur les réseaux sociaux. Et on a un chiffre aussi qui est inquiétant, c'est qu'il y a 7 fois plus de tentatives de suicide chez les jeunes LGTBI que dans la population totale. Et ça montre bien le niveau de souffrance auquel sont confrontés ces jeunes. Sur le cyberharcèlement, de votre côté, Kitri Chatefaux, vous avez aussi beaucoup de témoignages qui racontent cela, qui racontent effectivement cette haine. Oui, de toute façon, les réseaux sociaux, c'est vraiment la prolongation de la vie réelle. Et il faut le rappeler aux jeunes parce que bien souvent, on est caché derrière un téléphone portable et on n'a pas conscience de l'impact de nos mots sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a évidemment aussi, j'ai envie de dire, une responsabilité des plateformes en elles-mêmes. On sait que la Meta, aujourd'hui, ne régule vraiment très, très mal ce qui se joue. On sait aujourd'hui, d'ailleurs, qu'on a le droit de dire que être LGBT aujourd'hui, c'est une maladie, etc. Ça, avant, c'était pas le cas. Maintenant,
on est encore en train de libérer toute une autre forme de parole qui est évidemment totalement illégale, j'ai envie de dire. C'est un délit, en fait, l'homophobie, donc il faut le rappeler. Et donc ça, c'est vraiment, ça a un impact, en tout cas les réseaux sociaux ont un impact sur la vie réelle des gens, ça c'est une certitude. Et je pense que les questions de santé mentale en sont une résultante. En 2022, la défenseure des droits, Claire Hédon, estimait que l'école n'était pas forcément un lieu sûr pour les LGBT. C'est-à-dire que c'est encore pire aujourd'hui, en 2025 ? Je pense que ça n'a pas beaucoup évolué, en fait, parce que les pouvoirs publics, l'éducation nationale n'a pas vraiment pris la mesure des enjeux. Et comme somme toute, il se passe assez peu de choses pour lutter spécifiquement contre les violences LGTBI à l'école. Ben voilà, c'est une situation qui perdure et je pense que le constat de la défenseure des droits est encore à prendre aujourd'hui comme étant une réalité. On n'a pas pris conscience, malgré effectivement les fameux cours d'Evars, qui en fait bien, sont des cours, des ateliers, si je puis dire, pour la sensibilité à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Vous pensez que ça n'a pas fait évoluer les choses ? Non, je pense que ça évolue peu. Déjà, les cours d'Evars, encore faut-il qu'ils soient mis en place dans les établissements. Et aujourd'hui, c'est encore très irrégulier, voire rare. Il y a 3 cours par an. 3 cours par an en plus. Donc déjà, c'est très peu. Déjà, c'est pas... Déjà, 3 cours par an, c'est vraiment, on imagine 3 heures, allez, 5 tout au plus si on fait des cours d'1h30. Donc c'est pas assez. Et on le sait, aujourd'hui, il y a eu une étude qui est sortie de l'Autre Cercle, qui est une association qui travaille sur les questions d'inclusion LGBT dans l'entreprise, mais pas que, qui ont fait une étude sur plus de 2000 jeunes, justement, en établissement scolaire et étudiants, qui est sortie là tout récemment. Et 8 sur 10 disent avoir entendu des propos LGBT-phobes ou des injures LGBT-phobes. Et 1 sur 3 disent que leur établissement est LGBT friendly, donc dans lequel ils se sentent safe. Donc c'est vraiment très très peu. Oui, parce que quand on dit friendly, attendez, j'aimerais qu'on puisse justement s'attarder sur ce sujet. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est même pas le côté friendly dans le sens de juste on promeut évidemment. C'est juste le fait de se sentir safe. Voilà, exactement. C'est là où ça devient vraiment épouvantablement inquiétant, quoi. Exactement. Et la plupart disent d'ailleurs, je crois que c'est 41%, disent que leur établissement n'a rien fait sur ces questions-là pendant toute leur scolarité. Donc ça montre que ça n'avance que très peu. Après, j'ai pas envie de jeter la pierre sur les enseignants en tant que tels parce qu'ils sont, je pense, totalement démunis sur ces questions-là. Ils ne sont pas formés. Donc ça repose vraiment sur des personnes motivées ou informées qui s'informent sur leur temps personnel. Et c'est là où tout l'enjeu est vraiment un enjeu d'acculturation globale et donc il faut qu'il y ait une politique vraiment incitative, qu'on aille beaucoup plus loin sur ces questions-là. Et puis il y a aussi effectivement toute une population qui est complètement réfractaire à cela et dont on peut dire même qu'elle est réactionnaire. On l'a vu aussi outre-Atlantique, cette montée réactionnaire. Est-ce que c'est pas aussi ce qu'on récupère aujourd'hui ? Alors pas forcément aux États-Unis ou d'ailleurs, mais tout simplement nous en France, cette montée, on l'a vu quand on a parlé des VARS. Le nombre de familles qui se sont révoltées. Effectivement, le programme d'Evars qui va se mettre en place à partir de la rentrée prochaine, parce que pour l'instant, c'était pas obligatoire, mais ça va devenir obligatoire dans tous les établissements publics et privés. D'ailleurs, ça va être, c'est quelque chose d'important, même si c'est pas grand-chose, c'est important parce que c'est aujourd'hui considéré comme obligatoire. Et effectivement, ce programme qui a été travaillé pendant 2 ans quand même avec nos organisations syndicales et le ministère de l'Éducation nationale, qui a fluctué plus, moins, etc. Ce programme, qui a fluctué plus ou moins, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que voilà, il y a eu des versions qui étaient qui allaient plus loin. On a essayé de trouver un consensus qui pouvait convenir à tout le monde. Et pendant ce travail-là, il y a effectivement des forces traditionnalistes, réactionnaires, qui ont lutté contre la mise en place de ce programme. Surtout dans les écoles privées d'ailleurs. Et on a vu là que récemment, le Conseil d'État a confirmé la validité de ce programme au niveau de l'Éducation nationale. Donc il y a eu des démarches pour ralentir,
pour dévoyer, voire pour supprimer ce programme des VARS. Mais qu'est-ce qui dérangeait? C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a vu les parents qui étaient contre, c'était je ne veux pas que mon enfant voit des dessins effectivement de sexe ou d'autres, etc. sur les... pas du tout le cas. Hein. Voilà. Je ne veux pas que mon enfant on lui parle d'homophobie ou de relations sexuelles, voilà, ou de je ne sais pas, ou d'homosexualité de manière générale, ou de bisexualité, parce que sinon il risquerait de devenir, enfin des phrases pas possibles. Et donc c'est ça qu'on revoit, qu'on entend à chaque fois, tous les jours, et qui revient. Oui, c'est que alors il y a beaucoup de fake news, effectivement, voilà, des dessins, de parler de masturbation à des enfants de 6 ans. Bon, tout ça, c'est que de la fake news, mais malheureusement, ça se diffuse très vite et donc ça vient empêcher ce genre de programme d'être mis en place. Et puis après, en ce qui concerne l'homophobie, il y a beaucoup de peur. Alors, il y a de l'homophobie intériorisée de la part des adultes, parce que typiquement, dire je ne veux pas que mon enfant devienne gay parce qu'on lui fait des leçons, etc., c'est quand même de l'homophobie intériorisée. Et puis après... Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Et il y a du coup beaucoup aussi de méconnaissance et d'incompréhension du sujet. C'est-à-dire qu'on a peur qu'avec les questions des VARS, on influence l'autodétermination des enfants. C'est très mal connaître le sujet. Évidemment qu'on ne choisit pas son orientation sexuelle. On le répète et on le répète. Si votre enfant est gay, désolé, mais en fait, c'est fait. Donc, rien ne pourra être fait. Au contraire, ce qui peut être fait, c'est de l'accompagner et de faire en sorte que la culture dans laquelle il évolue, l'établissement dans lequel il évolue, l'accueille avec toute sa personnalité et la richesse de sa personnalité. Donc, c'est là où on peut jouer. Donc, au contraire, c'est très positif de faire ces séances puisque c'est créer un climat d'établissement, un climat de société qui soit positif et agréable pour tous et toutes. La problématique, c'est un peu ça aussi, c'est de parler d'orientation sexuelle ou de sexualité tout simplement avec des enfants. Et pourquoi ça choque ça ? Pourquoi on n'arrive pas à parler de ça de manière assez simple finalement ? C'est l'homosexuel qui fait peur à tout le monde. Déjà parce que les adultes eux-mêmes n'ont pas reçu d'éducation à la vie relationnelle et sexuelle. Donc la sexualité, c'est quelque chose d'adulte. On n'en parle pas, c'est tabou, etc. Et c'est ce qui crée justement toutes les conduites à risque d'enfants et de plus âgés. Plus moins on en parle et plus on se comporte, on va dire, avec des conduites à risque. C'est ça la chose étrange, le titre de votre podcast ? La chose étrange, c'était pris parce que justement, c'est quelque chose dont on ne parle pas, donc on dit faire la chose, etc. On remplace des mots, on ne nomme pas. Donc là, le but du podcast, c'est effectivement de nommer les choses, d'en parler de façon apaisée, inclusive, positive, avec des jeunes. Donc à chaque fois, à chaque épisode, il y a 4 jeunes qui viennent. C'est ce que vous avez travaillé, Valérie Ginet. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale FEP CFDT. Aussi, quand vous avez travaillé ce programme des VARS, c'est de nommer les choses, tout simplement, de dire, pour pouvoir lever des tabous. Oui, c'est très important de lever tous les fantasmes sur ce programme, parce que c'est un programme qui est déjà très progressif, qui va de la maternelle à la terminale et même plus loin. Et ce programme, en fait, il est conçu pour les enfants selon leur âge. Alors, c'est vrai que les parents pensent qu'on ne doit pas parler de sexualité à l'école, mais souvent, alors on ne parle pas de sexualité à la maison, on ne parle pas de sexualité à l'école, et alors où est-ce qu'on parle de la sexualité ? Les enfants, en fait, ils veulent savoir, donc ils ont toutes sortes de sources, et dont certaines peuvent être nocives. Quand ils vont chercher sur Internet des informations, c'est quand même mieux de les connaître avec un personnel encadrant ou avec des parents. Je veux dire, l'école ne va pas se substituer aux parents, mais dans certaines familles, on n'en parle pas. Et puis, c'est important aussi parce que les enfants ne disent pas tout à leurs parents. Donc, il faut multiplier, je dirais, les cadres dans lesquels ils peuvent s'exprimer afin d'avoir, en fait, non seulement un niveau de connaissance, mais aussi un niveau de conscience, parce que les VARS, c'est fait aussi pour lutter contre les violences sexuelles. C'est-à-dire que l'élève comprenne, que l'enfant comprenne que son corps lui appartient, qu'il y a une notion de consentement, qu'il peut dire non. Ça donne quand même une bonne défense contre les propositions qu'on pourrait leur faire. Évidemment, oui. Et puis on peut parler d'orientation sexuelle sans parler de sexualité, c'est-à-dire que justement dans le programme des jeunes, donc maternelle et CP, on parle de l'existence des familles. Qu'est-ce qui fait famille ? Aujourd'hui, les familles homoparentales existent. On aura beau tout dire, elles existent, elles sont là. Donc il y a des enfants qui ont 2 papas ou 2 mamans. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants ? On n'a pas le droit de leur laisser parler de leur famille en maternelle ou en CP. Ça n'a pas de sens. On parle souvent de sexualité ou de genre dans les cours de SVT. Est-ce que c'est vraiment le lieu ? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose de plus transversal ? En EMC, on parle par exemple aussi de les VARS, de sexualité
sexualité? Les VARS, comme c'est 3 séances annuelles, ça peut être fait avec des professeurs de plusieurs matières. Et puis, il y a aussi effectivement tout l'enseignement transversal, c'est-à-dire en littérature, on peut aussi évoquer certaines personnalités, certaines œuvres, ou faire référence à des films, à des séries. En EMC, effectivement aussi, puisque l'EMC, c'est les valeurs de la République, et l'inclusion et le respect, c'est une valeur de la République. Donc oui, en fait, c'est aussi un niveau de conscience qui doit arriver dans les écoles. Et si on décide qu'il faut lutter contre les violences contre les LGBTI, toute l'équipe enseignante et non enseignante aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnel qui sont en rapport avec les élèves, qu'il faut aussi former. Et ça, nous, c'est une demande de notre organisation, la FEP-CFDT. On veut que tout le monde puisse avoir une formation pour suivre les élèves et faire évoluer les choses. C'est vrai que la question, effectivement, des adultes aussi, parce qu'on a toujours le prisme des élèves, la question des adultes se pose, et forcément la visibilité aussi des professeurs LGBT, les actes anti-LGBT ne viennent pas que des élèves, malheureusement aussi, il faut le rappeler. Oui, alors il y a à 28% quand même. Oui, mais il y a des enseignants déjà qui peuvent souffrir de violences LGBT contre eux-mêmes, parce que et puis effectivement qui peuvent. Je dirais qu'en fait l'école c'est quand même l'endroit où l'ignorance, les clichés, les préjugés se combattent. Donc, c'est pas exactement l'ADN des enseignants d'être violent ou d'être discriminant. Mais c'est aussi le reflet de la société. Ça peut exister. C'est aussi le reflet de la société, malheureusement. Je parlais effectivement de ce prisme de l'EVARS qui peut être effectivement vécu partout, sur toutes les matières et la société. On parle aussi de l'école, alors souvent de l'école, effectivement, disons dans la voie plus classique, on dit qu'elle est générale, mais il y a la voie pro. Et alors là, le chiffre est particulièrement marquant puisque on a recensé, excusez-moi, 23 incidents graves pour 1000 élèves, un taux presque 4 fois supérieur à celui des lycées généraux et technologiques dans les lycées pro. Une réaction à cela? Moi, je crois qu'en fait, tous les sujets de discrimination et donc de violence, parce que la discrimination, c'est clairement une violence, sont clairement imbriqués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je pense au lycée pro pour ça, parce que parfois, c'est des climats qui sont très masculins ou très féminins selon les filières, donc où il y a peu de mixité. Et du coup, je crois que dans ces moments-là, les stéréotypes se jouent encore plus et sont encore plus fort. Donc typiquement un garçon qui aurait une expression de genre, donc c'est-à-dire qui s'habille ou qui fait quelque chose en dehors de ce qu'on attend de lui en tant que garçon, tout de suite il va être rattrapé par le col et donc probablement avoir des injures homophobes, etc., alors même qu'il est peut-être hétérosexuel. L'un n'est pas lié à l'autre. Donc je pense que c'est aussi tout ça est tellement imbriqué que je pense que c'est des climats où potentiellement il doit y avoir plus de violence. En tout cas là c'est une présupposition que je fais. Certains politiques, à votre avis, sont-ils responsables aussi de ces discriminations dans leur discours, dans la manière de se comporter vis-à-vis de la société LGBT? Virginie. Il y a effectivement des partis politiques qui se sont battus contre les VARS. L'extrême droite n'est pas exactement tout à fait en phase avec ce genre d'évolution et de la société et de l'école. Et c'est vrai que ça ferait un climat. Et on peut parler aussi de certains médias qui sont réactionnaires et qui colportent en fait des fausses informations sur les discriminations à l'école et sur les VARS en fait. C'est encore un sujet tabou en fait, toujours cette notion de transphobie, d'homophobie. Pourquoi? On a l'impression que c'est plus facile à la limite de parler de racisme que de transphobie ou d'homophobie. Ah bah oui, en fait, c'est parce que le tabou crée un champ libre, justement, pour les partis d'extrême droite. Les nommer, c'est clairement l'extrême droite, et il y en a d'autres, mais l'extrême droite est
particulièrement virulente sur ces questions-là, et en plus transmet des fake news, effectivement, sur les médias qu'on ne citera pas. Et donc, je pense que l'impact du racisme est encore très, très, très présent. Hein. On vit dans une société qui est extrêmement raciste. Donc, je ne sais pas si j'aurais envie de comparer. En tout cas, le fait est qu'il y a un terrain plus favorable à la fake news sur ces questions-là. C'est pas vraiment une comparaison, évidemment, de société et de phénomène. Je parle du fait de pouvoir en parler. Oui. On a l'impression que, si vous voulez, la question toujours pareille reliée à la sexualité, finalement, ou alors à la problématique du genre, qui sont des choses différentes, encore une fois, il faut le rappeler, eh bien, c'est quand même encore plus tabou que jamais. Alors que pour autant, on est nous-mêmes acteurs de cela. On est actrice aujourd'hui, on en parle dans les émissions, on en parle un peu partout dans la société. La marche des fiertés qui a eu lieu hier dans toutes les villes de France. Il y a quand même des choses qui s'opèrent. Et pour autant, on l'a vu au JO, avec les mises en scène de Thomas Joly qui ont pu être critiquées aussi. Non mais c'est un vrai sujet. Pourquoi c'est aussi lourd ? Aujourd'hui, cette libération de la parole LGBT-phobe, qui est aussi aidée par l'extrême droite, elle a une grande nuisance, mais elle est aussi l'expression, je pense, d'évolution sociétale, si on essaie d'être positif. C'est un backlash, clairement, qui montre qu'on avance sur ces questions-là. C'est important d'en parler. La marche des fiertés, ce week-end, on était très nombreux et nombreuses à marcher, partout, notamment en Hongrie, où elle avait été interdite. Il y a eu, au contraire, beaucoup de monde qui a marché. Donc c'est important de continuer à en parler, justement pour lutter contre les fake news qui sont en tentative d'imprégnation de la société, et de continuer à justement donner des messages clairs sur ces questions-là. Merci à toutes les deux d'être venues dans le Grand JT pour nous parler évidemment de ces discriminations LGBT qui doivent cesser, mais on avance petit à petit, tranquillement. Valérie Ginet, secrétaire générale FEPS-FDT, Kit Richardsfo, consultante diversité, équité et inclusion, et aussi autrice du podcast que vous devez écouter, bien entendu, La chose étrange. Merci à vous.